Je m'appelle Jenna, je suis une artiste de 28 ans originaire de Boston. En grandissant, la famille était tout pour moi, en particulier ma relation avec mon frère, Adam. Pendant qu'il courait après les diplômes et la réussite en entreprise, j'ai suivi ma passion pour l'art malgré la désapprobation de ma famille. Je n'aurais jamais imaginé que lors de la grande célébration de sa promotion, mon propre frère m'utiliserait comme la blague de la famille. Mais cette nuit-là a tout changé entre nous pour toujours. Avant de vous raconter comment ma famille m'a détruite et comment je me suis reconstruite, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par les personnes qui devraient le plus vous soutenir. J'ai grandi dans un foyer où la réussite scolaire n'était pas seulement encouragée, elle était attendue. Mon père, Thomas, a bâti sa réputation comme l'un des plus grands chirurgiens cardio-thoraciques de Boston. Chaque conversation au dîner incluait des récits de sa dernière intervention chirurgicale salvatrice ou de sa plus récente découverte en recherche. Ma mère, Diana, occupait un poste de professeur titulaire au département d'anglais d'une université prestigieuse, publiant régulièrement dans des revues académiques et recevant des prix pour sa critique littéraire. Leurs photos de mariage montraient deux personnes avec 3 diplômes supérieurs à eux deux, posant fièrement en tenue universitaire. Puis il y avait Adam, mon frère, de 3 ans mon aîné. Il était l'incarnation de tout ce que mes parents valorisaient. Il ramenait des bulletins parfaits, gagnait des concours de sciences, était capitaine de l'équipe de débat, et a finalement obtenu son diplôme en tant que major de sa promotion. Ses lettres d'acceptation à l'université venaient des 8 écoles de l'Ivy League, déclenchant des semaines de délibération sur le prestigieux chemin qu'il devait choisir. Il a opté pour la faculté de droit de Harvard, faisant rayonner nos parents d'une fierté telle que je me demandais parfois si leur visage n'allait pas se fissurer. J'aimais profondément Adam en grandissant. Avant que les études ne le consument, nous construisions des forts en couverture, inventions des jeux élaborés dans le jardin, et partagions des secrets chuchotés après l'heure du coucher. Il me protégeait des brutes de la cour de récréation et m'a appris à faire du vélo. Pendant des années, il a été mon héros, mon confident, mon ami. Mais quelque chose a changé pendant ces années de lycée. Ces accomplissements ont créé une distance entre nous qui s'est creusée à chaque cérémonie de remise de prix et chaque tableau d'honneur. Pendant ce temps, j'ai eu des difficultés avec l'éducation traditionnelle dès le début. Mon enseignante de 2e année a convoqué mes parents parce que je n'arrêtais pas de faire des dessins élaborés au lieu de terminer mes fiches de mathématiques. Au collège, mes bulletins notaient constamment que j'étais, brillante mais peu concentrée, créative mais distraite. Le lycée est devenu un exercice d'endurance. Si je pouvais écrire des dissertations convaincantes en anglais et créer des projets magnifiques pour le cours d'art, les tests standardisés étaient ma bête noire. Les chiffres dansaient devant mes yeux pendant les examens. Les dates historiques refusaient de rester dans ma mémoire, et les formules scientifiques semblaient être une langue étrangère. Mes talents artistiques se sont épanouis pendant cette même période. J'ai gagné des concours d'art régionaux, mes œuvres ont été exposées dans des galeries pour jeunes, et j'ai reçu les éloges d'artistes professionnels qui ont examiné mon portfolio. Mais à notre table de dîner, ces accomplissements étaient reconnus par de brefs hochements de tête avant que la conversation ne revienne au dernier triomphe académique d'Adam ou au succès professionnel de mes parents. Lorsque la saison des candidatures universitaires est arrivée pendant ma dernière année de lycée, le conflit familial inévitable a éclaté. Je voulais aller dans une école d'art. Mes parents insistaient pour une université traditionnelle de 4 ans, avec peut-être une mineure en art si je maintenais des notes parfaites. Les disputes sont devenues vives, mon père déclarant finalement qu'il ne gaspillerait pas d'argent pour un diplôme en barbouillage. J'ai rétorqué que je ne perdrais pas des années à étudier des matières qui ne serviraient jamais mon avenir. Ma mère a essayé de jouer les médiatrices mais a finalement pris le parti de mon père. Adam, rentré de sa première année à Harvard, m'a prise à part lors d'une dispute particulièrement amère. Je pensais qu'il pourrait offrir son soutien ou au moins de la compréhension. Au lieu de cela, il m'a conseillé de juste obtenir le diplôme pour rendre tout le monde heureux. C'était la première fois que je réalisais qu'il ne voyait pas mon art comme un chemin légitime. Pour lui, ce n'était que de l'entêtement, pas de la passion. J'ai pris ma décision après avoir obtenu mon diplôme. Pendant que mes camarades de classe se dirigeaient vers les dortoirs et les journées d'intégration, j'ai pris un travail dans un café local, loué un minuscule studio en colocation avec 2 personnes, et me suis inscrite à des cours du soir dans un centre d'art communautaire. Mes parents prédisaient que je reviendrais en rampant dans les 6 mois, suppliant pour les frais de scolarité de l'université. Adam a parié que ce serait 3 mois. Les premières années ont été, admittedly, difficiles. J'ai occupé plusieurs emplois dans les services,
accepté tous les contrats de design que je pouvais trouver, et construit mon portfolio pièce par pièce. J'ai conçu des logos pour des entreprises locales, créé des faire-part de mariage, et illustré des histoires pour enfants pour des auteurs auto-publiés. J'ai survécu avec des nouilles instantanées et de la détermination. Lors des réunions de famille, qui se sont faites de plus en plus rares, j'ai enduré des questions sur quand j'allais trouver un vrai travail, ou retourner à l'école. Mes réponses sur la construction de mon entreprise en freelance étaient accueillies par des regards sceptiques et des changements de sujet. 10 ans se sont écoulés de cette manière. Adam a obtenu son diplôme de la faculté de droit de Harvard avec mention, a été assistant d'un juge fédéral, et a atterri chez Peterson & Mitchell, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Boston. Pendant ce temps, j'ai établi une réputation grandissante en design graphique, construisant lentement une base de clients qui m'a permis de quitter mes emplois dans les services et de me concentrer entièrement sur le travail créatif. J'ai obtenu mon propre appartement, créé un site web professionnel, et même engagé une assistante pour gérer les tâches administratives. Mes designs ont remporté des prix dans des publications de l'industrie, et j'ai commencé à recevoir des demandes de plus grandes entreprises. Non pas que ma famille l'ait remarqué. Lors des fêtes de fin d'année, mes parents présentaient toujours Adam comme leur fils, l'avocat, tandis que je restais leur fille avec son passe-temps. Quand je partageais la nouvelle d'avoir décroché un client majeur ou d'avoir reçu une reconnaissance de l'industrie, la réponse était invariablement un désintérêt poli, suivi d'un retour sur la dernière victoire d'Adam au tribunal. Quand l'invitation pour la fête de promotion d'Adam est arrivée, j'ai ressenti le mélange familier d'obligation familiale et d'appréhension personnelle. Après 5 ans chez Peterson & Mitchell, il était promu associé, le plus jeune de l'histoire du cabinet. Ma mère a appelé pour s'assurer que je serais présente, ajoutant que je devrais porter quelque chose d'approprié, pas mes tenues artistiques habituelles. La pique subtile m'a blessé, mais j'ai accepté de venir. Malgré tout, je m'accrochais à l'espoir qu'un jour mon succès serait reconnu par eux, qu'ils finiraient par voir mon chemin comme valide et précieux en soi. Je n'aurais jamais imaginé que la fête deviendrait le point de rupture, la nuit qui briserait mes liens familiaux et me forcerait à redéfinir complètement mon estime de moi. L'invitation spécifiait une tenue de soirée, alors j'ai investi dans une robe que je ne pouvais pas vraiment me permettre. J'ai choisi une robe fourreau bleu nuit, élégante, avec un subtil scintillement qui captait la lumière quand je bougeais. Elle était élégante sans être tape à accent grave-l'œil, le genre de robe qui dit « j'ai ma place » dans les milieux professionnels haut de gamme. J'ai dépensé $300 que j'aurais dû économiser pour un nouveau logiciel de design et une centaine de plus pour des chaussures qui ne mettraient pas dans l'embarras ma mère soucieuse de la mode. J'ai pris rendez-vous dans un salon pour une coiffure professionnelle, quelque chose que je ne considérerais normalement jamais comme nécessaire. La semaine avant la fête, je me suis enfermé dans mon studio et j'ai créé une pièce sur mesure pour Adam. Malgré notre relation compliquée, je voulais lui offrir quelque chose de significatif. J'ai conçu une silhouette stylisée de Boston avec de subtiles références à des points de repère de notre enfance incorporés dans les bâtiments. Dans le coin, presque caché, j'ai inclus 2 petites silhouettes qui nous ressemblaient enfants. La pièce a pris 16 heures à compléter, et je l'ai fait encadrer professionnellement avec un passe-partout sur mesure et un verre de qualité musée. C'était le genre de cadeau qui démontrait à la fois mes compétences professionnelles et mon lien personnel. J'espérais que cela lui ferait voir la valeur de mon chemin choisi. Le matin de la fête, j'ai répété des réponses aux questions inévitables sur ma carrière. J'ai préparé des descriptions concises de mes projets récents, mémorisé des noms de clients impressionnants, et me suis entraîné à expliquer la croissance de mon entreprise en des termes que des personnes à l'esprit commercial apprécieraient. Je me suis rappelé que mon revenu annuel correspondait maintenant à ce que gagnaient de nombreux diplômés universitaires, que je possédais mon travail plutôt que de louer mon temps, que j'avais bâti quelque chose à partir de rien grâce au talent et à la persévérance. Debout devant mon miroir, je me suis entraîné à sourire à travers les commentaires inconfortables. Je vais bien, merci. Les affaires ont été excellentes ce trimestre. Je viens de signer un contrat avec une chaîne de vente au détail nationale. Oui, je suis complètement à mon compte. Non, je ne regrette pas de ne pas être allé à l'université. Le marché du freelance pour les designers est en fait assez robuste. J'ai pris un Uber pour me rendre au lieu de l'événement, un hôtel historique du centre-ville de Boston connu pour accueillir des collectes de fonds politiques et des mariages de la haute société. Le chauffeur a demandé si j'assistais à un événement spécial, et j'ai ressenti une vague de fierté en expliquant que mon frère était promu associé dans son cabinet d'avocat. Pendant ce bref trajet, je me suis prélassé dans une gloire indirecte et un lien familial,
inconsciente de la façon dont la nuit allait réellement se dérouler. Le hall de l'hôtel brillait de ses sols en marbre et de ses lustres en cristal. En suivant les panneaux indiquant l'événement de Peterson et Mitchell, je me suis approché de la salle de bal avec une anxiété croissante. Devant les portes se tenaient mes parents, déjà en train de discuter avec des gens que je supposais être des collègues d'Adam. Ma mère portait une robe de créateur que j'avais reconnue dans les vitrines de magasins de luxe, tandis que le smoking de mon père semblait taillé sur mesure. Ils formaient un couple remarquable, toujours beau et distingué au début de la soixantaine. J'ai salué en m'approchant et en agitant la main. Mon père a hoché la tête en guise de reconnaissance mais a continué sa conversation sans pause. Ma mère s'est retournée, m'a évalué rapidement avant de me faire un baiser sur la joue qui n'a jamais vraiment atterri. « Tu es en retard » a-t-elle chuchoté, lissant mes cheveux déjà lisses. « On t'avait dit 18h30 pour les photos. » L'invitation disait 19h, ai-je répondu, lui montrant le carton que j'avais apporté dans ma pochette. « On a demandé à la famille d'arriver plus tôt » a-t-elle dit avec un léger froncement de sourcils. Adam nous l'a spécifiquement mentionné. Il ne t'a pas appelé? Non, ai-je dit, bien que je sache que ce n'était pas un oubli. Adam avait depuis longtemps cessé de m'inclure dans la coordination familiale. Eh bien, tu es là maintenant, a dit ma mère, se retournant déjà vers le groupe avec lequel elle parlait. Trouve ton marque-place à l'intérieur. Je crois que tu es à la table 11. Mon père a terminé sa conversation juste assez longtemps pour me donner une brève étreinte à un bras. Content de te voir, Jennifer, a-t-il dit, utilisant mon nom complet comme il le faisait toujours. C'est Jenna, papa, ai-je corrigé automatiquement, bien qu'il ait fait la même erreur pendant 28 ans. Oui, oui, a-t-il hoché la tête d'un air distrait avant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Tu devras m'excuser. C'est le juge Williams. Je devrais aller lui dire bonjour. Je suis resté seul un moment avant de me diriger vers la salle de bal. Des tables rondes drapées de lin blanc entouraient une petite piste de danse, chaque centre de table comportant des roses blanches et des répliques miniatures de livres de droit. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Des serveurs en smoking circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. J'ai repéré Adam immédiatement. Grand et large d'épaules comme notre père, il se tenait au centre d'un cercle admiratif. Son smoking lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient expertement coiffés, ses gestes confiants alors qu'il racontait une histoire qui faisait rire son public avec appréciation. Le succès lui semblait naturel, comme s'il était né pour ce moment. J'ai hésité, serrant mon sac cadeau, ne sachant pas si je devais m'approcher. Adam a résolu mon dilemme en levant les yeux et en me remarquant. Il a dit quelque chose à son groupe avant de se détacher et de marcher vers moi. « Jenna, tu as pu venir » a-t-il dit, en m'embrassant sur la joue. Son eau de Cologne était chère, son sourire travaillé. Félicitations pour la promotion, ai-je dit sincèrement. C'est une sacrée célébration. Tradition du cabinet, a-t-il répondu d'un geste désinvolte. Chaque nouvel associé a droit au grand jeu. La plupart des invités sont des collègues et des clients, mais j'ai insisté pour que la famille soit là aussi. Bien que je vois que tu as manqué les photos. On ne m'en a pas informé, ai-je dit, mais j'ai réussi à garder un ton léger. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai tendu le sac cadeau. Adam l'a pris avec un « merci » distrait, le posant immédiatement sur une table voisine sans regarder à l'intérieur. Je regarderai plus tard. Viens rencontrer quelques personnes. Il m'a conduite vers un groupe de professionnels impeccablement vêtus qui m'ont regardé avec une curiosité polie. Voici ma sœur, a annoncé Adam, sans donner mon nom ni ma profession. Une femme a tendu la main. Je suis Stéphanie Maurice, chef du contentieux des sociétés. Pour quel cabinet travaillez-vous? Avant que je puisse répondre, Adam a ri. Oh, Jenna n'est pas avocate. Elle est artiste. Elle fait des dessins. Je suis en fait designer graphique, ai-je précisé. Je dirige mon propre studio spécialisé dans le branding et l'illustration commerciale. Comme c'est intéressant, a dit Stéphanie, sur le ton que les gens utilisent quand ils trouvent quelque chose tout sauf intéressant. Et où avez-vous étudié? Je suis autodidacte, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. Je construis mon entreprise depuis 10 ans maintenant. Adam est intervenu. Jenna a décidé que l'université n'était pas son truc. Il a fait des guillemets avec ses doigts autour du mot « décider », suscitant des sourires entendus de ses collègues. Excusez-moi, ai-je dit,
feignant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Je dois aller dire bonjour à quelqu'un. Je me suis retiré au bar, où j'ai commandé un verre de vin blanc et pris une profonde inspiration. La soirée venait à peine de commencer, et déjà je me sentais diminué. Je me suis rappelé que je n'avais rien à prouver à ces gens. Mon travail parlait de lui-même. Mes clients appréciaient mon talent. Mon compte en banque validait mes choix. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, les petites blessures continuaient de s'accumuler. Pendant le dîner, j'ai été assise à une table éloignée de la fête principale avec des parents éloignés et quelques membres du personnel administratif. Quand la conversation s'est tournée vers les carrières, l'intérêt pour mon travail s'est évaporé dès que j'ai mentionné mon manque d'éducation formelle. Pendant le moment de convivialité avant le dessert, ma mère m'a présenté à ses collègues universitaires comme « sa fille, qui a toujours été créative », son ton suggérant que la créativité était une qualité charmante mais inutile. J'ai entendu mon père raconter à ses amis médecins les réussites académiques d'Adam, détaillant chaque honneur depuis l'assiduité parfaite en maternelle jusqu'à la revue de droit de la faculté de droit. Quand quelqu'un a poliment posé une question sur moi, il a répondu que je cherchais ma voie, que je me cherchais encore. J'avais 28 ans avec une entreprise établie. Pourtant, à ses yeux, je restais éternellement inachevé, en permanence en devenir. Alors que le dessert était servi, l'associé directeur du cabinet est monté sur la petite scène et a tapoté un microphone. « Mesdames et messieurs », a-t-il annoncé, « il est temps de célébrer notre nouvel associé, Adam Harrison. » Des applaudissements ont rempli la salle alors qu'Adam se dirigeait vers la scène. Il avait l'air parfaitement à l'aise. Né pour être sous les feux de la rampe. J'ai applaudi avec tout le monde, espérant encore que quelque part dans son discours, il pourrait reconnaître que le succès se présente sous différentes formes. J'ai regardé avec une anticipation croissante le moment approcher où mon frère reconnaîtrait publiquement notre famille. Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point j'allais me tromper. La salle de bal de l'hôtel Fairmont représentait tout ce que ma famille valorisait, le luxe, la tradition et l'exclusivité. Des lustres en cristal projetaient leur lumière sur des nappes blanches pressées et de l'argenterie polie. Le cabinet n'avait reculé devant aucune dépense pour la célébration de son plus jeune associé. Des arrangements floraux frais ornaient chaque surface, leur parfum se mêlant à l'eau de Cologne coûteuse et à l'arôme de la cuisine gastronomique. Tout dans l'environnement renforçait l'idée que c'était un endroit pour les gens qui avaient suivi les règles et gravi les bonnes échelles. J'ai siroté mon vin et observé les dynamiques sociales qui se déroulaient autour de moi. La hiérarchie était claire, des associés principaux qui captaient l'attention aux tables centrales aux jeunes collaborateurs qui riaient un peu trop fort aux blagues de leurs supérieurs. Les membres de la famille des autres avocats se reconnaissaient avec la familiarité aisée de personnes qui avaient assisté à de nombreuses fonctions de ce genre au fil des ans. Je ne reconnaissais aucun d'entre eux. Un homme plus âgé s'est approché de mon coin isolé. Il s'est présenté comme Harold Peterson, l'associé fondateur, maintenant semi-retraité. Monsieur Peterson avait des yeux bienveillants qui se plissaient au coin. « Vous devez être la sœur d'Adam », a-t-il dit en tendant la main. « Vous lui ressemblez au niveau des yeux. »« C'est bien moi », ai-je confirmé. Jenna Harrison. Adam parlant bien de vos talents créatifs, a-t-il dit, me surprenant complètement. Ma petite fille s'intéresse à l'art. Avez-vous des conseils pour les jeunes qui poursuivent des carrières créatives? Pendant un instant, je me suis senti visible. J'ai partagé avec enthousiasme des réflexions sur la constitution de portfolio, la recherche de mentors et le développement de compétences commerciales parallèlement aux compétences artistiques. Monsieur Peterson a écouté attentivement, posant des questions réfléchies. Notre conversation a été interrompue lorsque ma mère est apparue, glissant son bras sous celui de Monsieur Peterson. « Harold, je vois que vous avez rencontré Jenna », a-t-elle dit. « J'espère qu'elle ne vous a pas ennuyé avec ses petits projets. »« Pas du tout », a-t-il répondu. Nous avions une discussion fascinante sur l'entrepreneuriat créatif. Ma mère a ri comme s'il avait dit quelque chose d'amusant plutôt que de factuel. « Eh bien, il y a quelqu'un que vous devez absolument rencontrer », a-t-elle dit, le guidant déjà au loin. Le président de l'université est ici, et il a posé des questions sur votre fonds de bourse d'études. Monsieur Peterson s'est laissé entraîner mais s'est retourné pour me faire un sourire sympathique. Heureux de vous avoir rencontré, Jenna. Continuez votre bon travail. Cette brève interaction positive n'a fait que souligner à quel point le reste de la soirée avait été inconfortable. J'ai tenté de me joindre à une conversation entre mon père et plusieurs médecins, pour qu'il pose sa main sur mon épaule et m'éloigne en chuchotant, c'est une discussion sur la politique hospitalière, Jennifer.
tu ne comprendrais pas le contexte. Quand j'ai essayé de discuter avec un groupe de jeunes avocats, ils sont devenus maladroitement formels une fois qu'ils ont réalisé que je n'étais pas dans la profession juridique, leurs yeux balayant la pièce à la recherche d'opportunités de réseautage plus avantageuses. Même le personnel de restauration semblait sentir mon statut d'outsider, me dépassant à plusieurs reprises avant que je puisse prendre un amuse-bouche de leur plateau. Vers 21h, la remise des cadeaux a commencé. Les associés et les collègues ont offert à Adam des témoignages coûteux de leur estime, des boutons de manchette monogrammés, du whisky rare, des livres de droit anciens. Chaque cadeau a été accueilli avec une appréciation appropriée et des remarques pleines d'esprit de mon frère, qui avait clairement répété son rôle de destinataire gracieux. Lorsque les cadeaux formels se sont terminés, ma mère m'a donné un coup de coude. « Tu as dit que tu avais apporté quelque chose. » J'ai hoché la tête et j'ai récupéré mon paquet soigneusement emballé sur la table des cadeaux, où il reposait intact. En m'approchant d'Adam, il était en pleine conversation avec l'associé directeur. Je suis resté là, maladroitement, attendant d'être reconnu. « Excuse-moi », ai-je finalement dit après près d'une minute d'ignorance. Adam s'est retourné avec une impatience à peine dissimulée. « Oui. Je voulais te donner ça », ai-je dit, en tendant le paquet. « Je l'ai fait pour ta promotion. » Il l'a pris avec un « merci », distrait et a déchiré l'emballage sans ménagement, rien à voir avec l'appréciation soignée qu'il avait montrée pour les autres cadeaux. Le cadre sur mesure a capté la lumière alors qu'il tenait l'œuvre d'art avec une expression perplexe. « C'est la ligne d'horizon de Boston », ai-je expliqué, avec des endroits de notre enfance cachés dans les détails. Tu vois, il y a le parc où nous jouions, et le glacier au coin de la rue, et ces deux petites silhouettes là sont. C'est gentil, a-t-il interrompu, manifestement désintéressé par les touches personnelles qui m'avaient pris des heures à incorporer. Il a posé l'œuvre contre le mur sans même terminer son examen. Ce n'est pas vraiment mon style, mais merci pour l'intention. Ma mère est apparue à ses côtés et a jeté un coup d'œil à l'œuvre. Oh, un autre de tes dessins, a-t-elle dit, comme si je lui avais présenté un gribouillage au crayon plutôt qu'une pièce professionnelle valant des centaines de dollars. C'est mignon, ma chérie. Elle l'a ramassé et l'a examiné de plus près. C'est censé être Boston? Les proportions semblent incorrectes. C'est stylisé, maman, ai-je expliqué, essayant de cacher la déception dans ma voix. Ce n'est pas censé être photoréaliste. Eh bien, c'est l'intention qui compte, a-t-elle dit, le reposant et redressant la cravate déjà parfaite d'Adam. Les photos de tout à l'heure sont magnifiques. Le photographe a dit qu'il n'avait jamais vu une famille aussi photogénique. L'implication, que les photos de famille étaient complètes sans moi, n'a échappé à personne. Alors que le dîner se terminait et que le programme formel approchait, je me suis retrouvé de plus en plus isolé. J'ai vérifié ma montre à plusieurs reprises, calculant combien de temps je devais encore attendre avant de pouvoir partir sans faire de commentaires. La réponse, malheureusement, était pas avant la fin du discours d'Adam et au moins la première danse. Je me suis dirigé vers les toilettes des dames pour un moment de paix. À l'intérieur, j'ai trouvé deux jeunes femmes que j'ai reconnues comme étant des collaboratrices juridiques de la table d'Adam. Elles se remaquillaient et ne m'ont pas remarqué entrer dans une cabine. « Tu peux croire sa sœur ?» a dit la première. « Elle a l'air tellement déplacée. »« Je sais », a convenu la seconde. Adam m'a dit qu'elle est une sorte d'artiste fauché qui a refusé d'aller à l'université. Ses parents la soutiennent encore financièrement. Je me suis figé, le sang me montant au visage. L'accusation était complètement fausse. Je n'avais pas pris d'argent de mes parents depuis mes 20 ans, pas même quand j'avais eu une pneumonie et que je n'avais pas pu travailler pendant 6 semaines. J'avais mangé des nouilles instantanées et épuisé mes économies plutôt que de demander de l'aide. Une telle déception comparée à lui, a continué la première femme. Il a dit qu'il continue de l'inviter aux événements familiaux par obligation, mais qu'elle ne s'intègre pas vraiment à leur cercle social. J'ai dû faire un bruit, car les deux femmes se sont soudainement tues. J'ai attendu qu'elles partent avant de sortir, les mains tremblantes en me les lavant au lavabo. Mon reflet montrait des joues rouges et des yeux trop brillants. J'ai pris plusieurs profondes inspirations, déterminé à ne pas les laisser me voir affecté. En retournant dans la salle de bal, j'ai trouvé les lumières tamisées et l'attention concentrée sur la petite scène où l'associé directeur présentait Adam. Mon père a croisé mon regard depuis la table d'honneur et a froncé les sourcils, montrant sa montre du doigt. Je me suis glissé sur une chaise vide au fond, ne voulant pas créer de scène en marchant jusqu'à la table familiale. Maintenant, alors qu'Adam prenait le micro et commençait son discours,
j'essayais de me concentrer sur une respiration régulière et de maintenir mon sang-froid. Je croyais encore, malgré tout, que lorsqu'il reconnaîtrait le soutien de sa famille, il m'inclurait avec une petite mention aimable. Peut-être une blague sur sa sœur artiste qui a pris un chemin différent mais qui le soutenait toujours. Peut-être même un merci pour ma présence malgré nos différences. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Et le moment qui le prouverait approchait rapidement. Adam se tenait sur la petite scène, captivant l'attention de chaque personne dans la salle. Le projecteur mettait en valeur sa posture parfaite, son sourire confiant, son smoking sur mesure. Il a commencé par remercier les associés du cabinet pour leur mentorat, adressant des compliments soigneusement formulés à chaque avocat senior par son nom. La foule hochait la tête avec appréciation alors qu'il reconnaissait leur sagesse et leurs conseils. Il a parlé de son engagement envers les valeurs du cabinet et de sa vision pour contribuer à son prestigieux héritage. J'ai commencé à me détendre légèrement. Peut-être que le discours resterait purement professionnel, m'épargnant toute référence familiale. Ce serait mieux qu'une mention négative. Je pourrais m'éclipser pendant les applaudissements et envoyer mes félicitations par texto plus tard, depuis la sécurité de mon appartement. Mais ensuite, Adam a changé de sujet. Maintenant, passons aux remerciements personnels, a-t-il dit, sa voix se réchauffant. Je ne serais pas ici ce soir sans le soutien indéfectible de ma famille. Le projecteur s'est élargi pour inclure mes parents à leur table au premier rang. Il rayonnait de fierté, ma mère tamponnant ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Mon père, le docteur Thomas Harrison, a continué Adam, m'a appris la valeur de la précision, de l'excellence et du dévouement. Ma mère, la professeure Diana Harrison, m'a inculqué l'amour du langage et de la communication persuasive. Ensemble, ils m'ont montré qu'avec de la discipline et de la concentration, tout objectif est réalisable. Mes parents se sont levés pour recevoir une salve d'applaudissements. Mon père a placé sa main sur son cœur en un geste d'appréciation. Ma mère a envoyé un baiser discret à Adam. J'ai applaudi avec tout le monde, ressentant le pincement familier de l'exclusion, mais rien que je n'ai déjà connu. Peut-être qu'il s'arrêterait là. Peut-être que les remerciements familiaux étaient terminés. Adam a levé sa coupe de champagne. J'aimerais que tout le monde lève un verre aux personnes qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. La salle s'est exécutée, les verres se levant à l'unisson. À mes mentors, mes parents et mes amis, a dit Adam. Et bien sûr. Ses yeux ont balayé la salle jusqu'à ce qu'il me trouve dans mon coin au fond. Un sourire s'est étendu sur son visage, ce qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas son vrai sourire, mais celui que j'avais vu quand il était sur le point de gagner une dispute aux dépens de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, a continué Adam, faisant un geste vers moi avec son verre, à ma sœur, Jenna, qui nous a rejoints ce soir. Le projecteur a oscillé sauvagement jusqu'à ce qu'il me localise, sa luminosité m'aveuglant temporairement après l'obscurité de mon coin. J'ai senti tous les yeux de la salle se tourner pour m'examiner. J'ai réussi à esquisser un petit sourire et un léger hochement de tête, espérant que ce moment passerait rapidement. Adam a gloussé dans le microphone. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici ma sœur. Aucun diplôme, aucun avenir, elle ne fait que profiter de la famille. Elle est notre exemple de ce qui arrive quand on ne se donne pas à fond. La salle a éclaté de rire. Mes parents, au lieu de me défendre, se sont joints à eux. Mon père secouait la tête d'un air faussement désapprobateur tandis que ma mère couvrait son sourire de sa main, tous deux clairement à l'aise avec moi comme la blague de la famille. Le projecteur est resté fixé sur moi, exposant chaque micro-expression qui traversait mon visage. J'ai senti une chaleur inonder mes joues, et un bruit sourd a rempli mes oreilles. Le temps semblait ralentir, chaque seconde s'étirant douloureusement alors que les rires continuaient. À cet instant, quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas une humiliation ponctuelle. C'était simplement la version publique de la façon dont ma famille m'avait toujours vu. Chaque accomplissement diminué, chaque compliment à double tranchant, chaque comparaison avec Adam est soudainement apparue avec une clarté parfaite comme les parties d'un schéma constant. J'avais été la déception de la famille dès l'instant où j'avais choisi mon propre chemin. Et rien de ce que je réaliserais ne changerait jamais cette perception. J'avais deux choix. Je pouvais fuir la pièce en larmes, confirmant leur croyance en mon instabilité et mon immaturité, ou je pouvais répondre avec la dignité qu'ils ne pensaient manifestement pas que je possédais. Avec un calme délibéré, je me suis levé. Les rires ont commencé à s'apaiser alors que les gens remarquaient mon mouvement. J'ai marché lentement vers l'avant de la salle, sentant le poids de chaque regard.
Le projecteur m'a suivi, éclairant mon parcours de l'ombre à la scène centrale. Quand j'ai atteint la table principale, j'ai pris une flûte de champagne intacte. J'ai regardé directement Adam, toujours debout au microphone. Son expression était passée d'un amusement suffisant à une légère confusion. Il ne s'attendait pas à une réaction autre qu'une acceptation embarrassée ou un départ précipité. J'ai levé mon verre vers lui, imitant son geste précédent. Ma main était parfaitement stable. J'ai souri, non pas un sourire blessé ou en colère, mais le sourire calme de quelqu'un qui prend une décision qui changera sa vie avec une certitude absolue. « Santé », ai-je dit, ma voix portant clairement dans la salle maintenant silencieuse. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. J'ai pris une gorgée de champagne, posé délicatement le verre, et me suis tourné pour partir. Le claquement de mes talons sur le parquet a résonné dans le silence complet qui s'était abattu sur la salle de bal. Personne ne m'a appelé. Personne n'a essayé de m'arrêter. Peut-être pensait-il que c'était un geste dramatique plutôt qu'un véritable adieu. En récupérant mon étole au vestiaire, j'ai entendu le bourdonnement de la conversation reprendre derrière moi, la voix amplifiée d'Adam faisant une blague pour dissiper le malaise. Au moment où je suis sorti dans l'air frais de la nuit, les applaudissements avaient repris, la célébration se poursuivant sans interruption. Dans le taxi du retour, je n'ai pas pleuré. Je me sentais étrangement calme, comme quelqu'un qui regarde le film de la vie de quelqu'un d'autre. Les lumières de la ville défilaient floues derrière la vitre alors que je faisais mentalement la liste de ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas une réaction impulsive mais la reconnaissance finale d'une vérité que j'avais évitée pendant des années, ma famille ne me verrait jamais tel que j'étais vraiment, et continuer à chercher leur approbation ne ferait que me détruire petit à petit. Le chauffeur a demandé si j'allais bien, et j'ai réalisé que j'étais assise en silence devant mon immeuble depuis plusieurs minutes après notre arrivée. Oui, ai-je répondu, me surprenant par la certitude que je ressentais. Pour la première fois depuis des années, je crois que je le suis vraiment. Dès que je suis entré dans mon appartement, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Je savais que les textos et les appels commenceraient une fois l'événement terminé et que mon absence serait perçue comme plus qu'une sortie dramatique. J'avais besoin de temps pour penser clairement, sans leur voix dans ma tête. Mon chat, Jasper, m'a accueilli avec son indifférence habituelle qui s'est progressivement transformée en curiosité alors que je commençais à sortir des bagages de mon placard au lieu de me mettre en pyjama. J'ai agi avec détermination, ne prenant que ce dont j'avais absolument besoin, des vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable, des articles de toilette essentiels, mes disques durs externes contenant tous mes fichiers de travail, et une petite boîte d'objets personnels irremplaçables. Tout le reste pourrait être remplacé ou récupéré plus tard. Jasper observait depuis le lit, la queue frétillante alors que je me déplaçais dans l'appartement avec une énergie inhabituelle pour minuit. Quand ma valise et mon sac d'ordinateur ont été prêts, j'ai pris Jasper et les serré contre moi, respirant son odeur familière. Je l'avais sauvé d'un refuge 3 ans plus tôt, un chat tigré décharné et borgne que personne ne voulait. Nous nous comprenions. Je dois passer des appels, mon pote, ai-je chuchoté, le grattant derrière les oreilles. Le genre d'appel que tu passes quand personne n'écoute. J'ai réservé une chambre d'hôtel acceptant les animaux de compagnie en centre-ville pour 2 semaines, payant le supplément sans hésiter. J'ai envoyé un courriel à mes 2 clients actuels, expliquant que j'avais une urgence familiale et que je travaillerais à distance pendant un certain temps, mais en les assurant que toutes les échéances seraient respectées. J'ai mis en place une réexpédition de courrier vers une boîte postale que j'établirai le lendemain. À 2 heures du matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Comme prévu, il y avait plusieurs appels manqués et textos. La plupart venaient de ma mère, allant de la confusion, « Où es-tu allé ?», à l'irritation, « Tu es très dramatique », à l'inquiétude, « Es-tu en voiture ?». S'il te plaît, réponds. Mon père avait appelé une fois mais n'avait pas laissé de message. Adam n'avait pas cherché à me joindre du tout. J'ai simplement envoyé un texto à ma mère, « Je suis en sécurité. J'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte ça. » Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone, mis mon réveil pour 7 heures, et essayé de dormir. Quand le sommeil ne venait pas, j'ai fixé le plafond et j'ai mentalement redessiné ma vie à partir de zéro. À 7 heures, j'ai mis Jasper dans sa caisse de transport, chargé mes bagages dans un Uber, et laissé la clé de mon appartement à ma voisine, Lisa, en lui demandant d'arroser mes plantes jusqu'à ce que je décide de la suite. Elle n'a pas posé de questions, m'a juste serré dans ses bras et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Certaines personnes comprennent les limites instinctivement. La chambre d'hôtel était petite mais propre, avec une kitchenette et un bon Wi-Fi.
J'ai installé mon ordinateur portable sur le bureau, créé un espace litière improvisé dans la salle de bain, et déballé juste assez pour fonctionner. Ensuite, j'ai fait une liste de tâches pratiques, trouver un nouvel appartement, de préférence dans un quartier différent ou même une autre ville. Avertir mon propriétaire que je ne renouvellerai pas mon bail. Mettre à jour mes coordonnées professionnelles. Établir de nouvelles relations bancaires distinctes des institutions utilisées par ma famille. À 9 heures, mon téléphone avait 67 notifications. Je les ai toutes ignorées et j'ai appelé un agent immobilier à la place, expliquant que j'avais besoin d'une location à court terme avec une option d'achat, budget flexible, disponible immédiatement. L'urgence dans ma voix a dû se communiquer car elle a promis d'envoyer des annonces le jour même. J'ai travaillé toute la matinée, me concentrant sur un projet de branding dû la semaine suivante. Le rythme familier du design m'a calmé, le flux créatif repoussant les pensées de la nuit précédente. Vers midi, j'ai finalement vérifié mes messages. Ma mère était passée de l'inquiétude à la colère. Ton comportement était complètement inapproprié. Adam a été embarrassé devant ses collègues. Nous attendons des excuses. Mon père était plus direct. Cette recherche d'attention puérile doit cesser. Appelle ta mère. Il y avait aussi 3 messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Le premier était d'Harold Peterson. Les commentaires de votre frère étaient déplacés. Si vous êtes intéressé par un travail de design pour le rebranding de notre cabinet, veuillez m'appeler. Le second était de la collègue d'Adam, Stéphanie. C'était la sortie la plus digne que j'ai jamais vue. Adam avait tort à votre sujet. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un bon avocat. Le troisième était de ma cousine Taylor, ma seule parente qui avait choisi un chemin non traditionnel. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Je suis passé par là. Appelle-moi si tu as besoin d'une voix amie. Ces alliés inattendus ont provoqué les premières larmes depuis l'incident. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais complètement intériorisé le récit de ma famille sur mon isolement et mon échec. Il y avait des gens qui me voyaient différemment, qui reconnaissaient en moi quelque chose qui valait la peine d'être soutenu. J'ai sauvegardé leur numéro mais n'étais pas encore prête à répondre. J'ai passé cette première semaine dans un flou productif. Pendant la journée, je travaillais sur des projets de clients avec une nouvelle intensité. Les soirées étaient consacrées à la recherche de lieux où je pourrais recommencer ma vie. J'ai envisagé New York, Chicago, Seattle, n'importe où avec une économie créative forte et aucun lien familial. J'ai interviewé 3 assistants potentiels qui pourraient travailler à distance, engageant finalement Zach, un jeune diplômé d'école de design avec d'excellentes compétences organisationnelles et aucun lien avec le monde social interconnecté de Boston. Les textos de ma mère sont devenus de plus en plus frénétiques à mesure que les jours passaient sans réponse. Au 5e jour, elle menaçait de déposer un avis de recherche, bien que je lui ai clairement dit que j'étais en sécurité et que j'avais besoin d'espace. J'ai finalement répondu par un courriel formel, en copiant mon père, je ne suis pas porté disparu. Je prends la distance nécessaire d'une dynamique familiale qui est devenue nuisible à mon bien-être. Je suis en sécurité, j'ai un emploi et un logement. Veuillez ne pas contacter les autorités avec de fausses inquiétudes, car cela gaspillerait leurs ressources et endommagerait davantage notre relation. Je prendrai contact lorsque je serai prête à communiquer. La réponse est arrivée en quelques minutes, un long courriel de mon père détaillant toutes les façons dont il m'avait soutenu, les sacrifices qu'ils avaient faits, et l'ingratitude que je montrais. Il a fait référence à la thérapie familiale comme si c'était une menace plutôt qu'une suggestion potentiellement utile. Le message ne contenait pas un seul mot d'excuse pour le comportement d'Adam ou de reconnaissance de la raison pour laquelle j'aurais pu être blessé. J'ai transféré le courriel à une nouvelle thérapeute avec qui j'avais pris rendez-vous, ajoutant « Contexte pour notre première session demain ». 10 jours après la fête, j'ai trouvé mon nouveau domicile, un appartement loft dans le quartier des Arts de Philadelphie. L'agent immobilier a envoyé une visite virtuelle soulignant la lumière du Nord parfaite pour un studio, la communauté de professionnels créatifs de l'immeuble, et le coût de la vie raisonnable par rapport à Boston. J'ai signé un bail de 6 mois avec une option d'achat et réservé une entreprise de déménagement pour la semaine suivante. J'ai écrit une lettre cordiale et professionnelle à mon propriétaire, joint un chèque pour les frais de résiliation de bail, et organisé un service de nettoyage. J'ai mis à jour mon adresse professionnelle sur tous les documents officiels et mon site web. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque nationale sans présence à Boston. J'ai trouvé un vétérinaire à Philadelphie pour Jasper. Méthodiquement, j'ai démêlé ma vie de ses racines bostoniennes.
Chaque étape pratique semblait enlever un poids que je ne savais pas que je portais. La nuit avant de quitter Boston, je suis allé à mon appartement pour récupérer quelques derniers articles. Je m'attendais à moitié à trouver mes parents qui m'attendaient, prêts pour une confrontation dramatique. Au lieu de cela, l'immeuble était calme. Mon appartement était propre et vide, paraissant plus petit que dans mon souvenir. J'ai laissé mes clés sur le comptoir avec un mot pour le propriétaire, le remerciant pour 5 bonnes années. En transportant la dernière boîte vers ma voiture, j'ai réalisé que je n'avais pas pleuré depuis ce premier jour à l'hôtel. La douleur s'était transformée en action déterminée, chaque décision un pas vers une vie autodéterminée. Le trajet vers Philadelphie le lendemain matin semblait symbolique, le lever du soleil dans mon dos alors que je me dirigeais vers le sud et l'ouest, vers une ville où personne ne me connaissait comme la sœur peu performante d'Adam ou la fille décevante des Harrison. J'étais simplement Jenna, une designer graphique, nouvelle locataire, propriétaire de chat, personne en devenir. Je n'avais aucune illusion sur le fait que la distance géographique seule guérirait les blessures infligées pendant des décennies. Mais alors que la ligne d'horizon de Boston disparaissait dans mon rétroviseur, je me suis permis d'imaginer une vie définie par mes propres valeurs plutôt que par les attentes de ma famille. Cette seule possibilité rendait la route à venir plus lumineuse que celle derrière moi. Philadelphie m'a accueilli sans fanfare ni résistance, juste avec l'acceptation neutre d'une ville habituée à la réinvention. Mon appartement loft occupait le 3e étage d'une usine textile reconvertie, tout en briques apparentées en fenêtres surdimensionnées. Le bâtiment abritait une communauté de professionnels créatifs, un photographe, plusieurs écrivains, un fabricant de meubles et une petite agence de publicité au rez-de-chaussée. Ils me saluaient de la tête dans les couloirs mais posaient peu de questions, respectant l'entente tacite que chacun avait sa propre histoire, ses propres raisons d'être là. J'ai établi mon nouveau studio méthodiquement. La moitié sud du loft est devenue mon espace de travail, avec des tables à dessin, une installation informatique et un espace de réunion pour les clients occasionnels en personne. La partie nord, je l'ai désignée comme espace de vie, bien que les frontières se brouillent souvent. Jasper a revendiqué un rebord de fenêtre ensoleillée, apparemment non perturbé par le changement de décor. Pendant le premier mois, j'ai maintenu le silence radio avec ma famille malgré des tentatives de contact de plus en plus insistantes. Ma mère est passée de textos inquiets à des messages vocaux émotionnels, puis à un courriel remarquablement déplacé suggérant que je faisais une crise de nerfs, parce que je ne pouvais pas supporter le succès d'Adam. Mon père a adopté une approche plus directe, utilisant ses relations hospitalières pour obtenir ma nouvelle adresse et m'envoyant une lettre recommandée me rappelant toutes les façons dont je les avais déçus au fil des ans, culminant avec mon départ ingrat. La lettre se concluait en déclarant que lorsque je serais prête à m'excuser et à me comporter comme une adulte, il me réaccueillerait dans la famille. J'ai parcouru les 2 communications et les ai transférées au docteur Melissa Jenkins, la thérapeute que j'avais commencé à voir chaque semaine. Lors de nos séances, elle m'a aidé à reconnaître les schémas que j'avais normalisés, les comparaisons constantes, le mépris de mes réalisations, la subtile sape de ma confiance en moi. Nous avons travaillé à séparer mon estime de soi de leur approbation, un processus qui ressemblait à démêler une vie entière de fils tordus. Lorsque les tentatives de contact de ma famille sont restées sans réponse, ils ont recruté des membres de la famille élargie pour me contacter. Des tantes, des oncles et des cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont soudainement envoyé des textos avec des questions décontractées comme « Comment vas-tu ?» qui menaient inévitablement à « Ne penses-tu pas que tu es dur avec tes parents ?» J'ai répondu poliment mais fermement que je prenais une distance nécessaire pour mon bien-être et que j'apprécierais qu'ils respectent cette limite. Seule ma cousine Taylor est restée une véritable alliée, appelant occasionnellement pour prendre de mes nouvelles sans pression ni jugement. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire de la fête de promotion, sa réponse a été rafraîchissante de franchise, quel coup de salaud absolu. Tu mérites mieux. Cette famille a un sérieux problème avec quiconque sort des sentiers battus. Alors que les semaines se transformaient en mois, je me suis plongé dans la construction de mon entreprise dans cette nouvelle ville. J'ai rejoint la Guilde des artistes graphiques de Philadelphie, assistant aux réunions mensuelles et nouant progressivement des relations professionnelles. J'ai accepté une invitation à parler dans un collège communautaire sur l'entrepreneuriat dans les domaines créatifs, partageant mon parcours avec des étudiants qui me rappelaient ma version plus jeune. 6 mois après le déménagement, j'ai reçu un courriel inattendu d'Harold Peterson, l'associé fondateur du cabinet d'avocats d'Adam. Il se souvenait de notre brève conversation à la fête de promotion et était impressionné à la fois par mon portfolio et par ma sortie digne cette nuit-là. Son cabinet subissait un rebranding complet, et il voulait savoir si j'envisagerais de soumettre une proposition.
L'ironie était impossible à manquer, ma première grande opportunité dans ma nouvelle vie venait de l'événement même qui avait mis fin à mon ancienne. J'ai accepté l'invitation, préparant la présentation la plus professionnelle de ma carrière. Quand je suis retourné à Boston pour la réunion de présentation, j'ai séjourné dans un hôtel, n'ai dit à personne de ma famille que j'étais en ville, et me suis entièrement concentré sur les affaires. À ma grande surprise et à ma grande joie, le cabinet a choisi ma proposition plutôt que celle de plusieurs agences plus grandes, citant l'attention personnelle et la perspective nouvelle que j'offrais. Le projet a duré 3 mois et a conduit à des recommandations auprès de 2 autres cabinets d'avocats de Boston. J'ai engagé Zach à temps plein pour gérer l'augmentation de la charge de travail et j'ai recruté une jeune designer nommée Mia, une récente diplômée d'école d'art avec un talent exceptionnel mais aucun contact. J'ai reconnu en elle la même soif de faire ses preuves qui m'avait animé pendant des années. À peu près à cette époque, j'ai reçu ma première communication d'Adam depuis la nuit de sa promotion. Son courriel était bref et sans excuse. J'entends dire que tu travailles avec Peterson et Mitchell maintenant. Tu utilises mes relations pour développer ton entreprise. De rien. Laissons ce drame familial derrière nous. L'anniversaire de maman et papa approche. Je l'ai lu 2 fois avant de rédiger une réponse. Adam, ma relation professionnelle avec Peterson et Mitchell est basée sur mes compétences professionnelles, Carol Peterson a reconnu indépendamment. Je n'ai pas utilisé ton nom pour obtenir le contrat, et je ne le ferai pas. Concernant notre situation familiale, ce que tu perçois comme un drame, je le vis comme des limites nécessaires. Tes commentaires à ta fête de promotion n'étaient que le dernier exemple d'un schéma de mépris et de manque de respect qui a duré toute une vie. Tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance et des excuses sincères pour ce schéma, je n'ai rien de plus à discuter. Je te souhaite un succès continu dans ta carrière. Jenna. Je n'ai pas reçu de réponse, et je ne m'y attendais pas, mais composer le courriel sans colère, sans un besoin désespéré de son approbation, m'a semblé être une preuve concrète de mon indépendance émotionnelle croissante. Alors que ma première année à Philadelphie touchait à sa fin, mon entreprise s'était développée au-delà de mes attentes initiales. Le projet Peterson et Mitchell a conduit à un article dans un magazine de l'industrie du design, mettant en lumière mon approche du rebranding des institutions traditionnelles. L'exposition a attiré des demandes d'entreprises de tout le Nord-Est, me permettant d'être sélectif quant aux projets que j'acceptais. Avec la sécurité financière est venue la confiance d'explorer de nouvelles directions créatives. J'ai développé une série d'ateliers pour les artistes autodidactes sur la navigation dans l'aspect commercial des carrières créatives. M'inspirant de ma propre expérience, j'ai abordé les défis pratiques et les obstacles émotionnels qui n'étaient pas couverts dans l'éducation traditionnelle. Le premier atelier s'est vendu en quelques jours, confirmant que mon parcours non conventionnel avait de la valeur pour d'autres confrontés à des voyages similaires. Grâce aux ateliers, j'ai rencontré Jordan, un développeur web spécialisé dans la création de plateformes pour les artistes. Notre collaboration professionnelle a évolué en amitié, puis en une relation amoureuse fondée sur le respect mutuel et des valeurs créatives partagées. Contrairement à mes partenaires précédents qui avaient soit eu pitié de ma situation familiale, soit encouragé la réconciliation quel qu'en soit le coût, Jordan comprenait l'importance des limites et du respect de soi. Quand je lui ai raconté toute l'histoire de la fête de promotion, sa réponse a été exactement ce dont j'avais besoin, ça a dû faire terriblement mal. Et ta réponse a été incroyablement courageuse. Avec ce système de soutien grandissant d'amis, de collègues et ma relation avec Jordan, j'ai commencé à reconnaître que la famille pouvait être choisie plutôt que simplement héritée. C'étaient des gens qui me valorisaient pour qui j'étais exactement, pas pour qui ils souhaitaient que je devienne. Environ 18 mois après avoir quitté Boston, j'ai reçu une notification m'informant que j'avais été nominé pour le prix de l'entrepreneur émerge de l'Association américaine de design. L'ironie était savoureuse. Mon supposé manque d'avenir s'était transformé en une reconnaissance nationale de mon sens des affaires et de mon leadership créatif. La cérémonie de remise des prix aurait lieu à New York, et je devais prononcer un court discours d'acceptation si je gagnais. Je n'ai pas parlé de la nomination à ma famille. Leur validation n'était plus nécessaire pour que je reconnaisse mes propres accomplissements. Au lieu de cela, j'ai invité Jordan, Mia, Zach et ma cousine Taylor à m'accompagner. Le soir de la cérémonie, vêtu d'une robe de créateur que je m'étais facilement offerte, j'étais assise à une table entourée de personnes qui célébraient sincèrement mon succès. Quand ils ont appelé mon nom en tant que gagnante, les applaudissements m'ont semblé authentiques plutôt qu'obligatoires. Debout au podium, regardant une salle pleine de pairs de l'industrie qui appréciaient mon travail pour ses propres mérites,
j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu lors des réunions de famille. Mon discours a reconnu le chemin non traditionnel qui m'y avait mené et a remercié ceux qui avaient soutenu ma vision plutôt que d'essayer de la remodeler. Je n'ai pas mentionné ma famille directement, mais j'ai inclus une phrase qui, selon Taylor plus tard, l'a fait pleurer. Parfois, l'étape la plus importante pour trouver son vrai chemin est d'avoir le courage de s'éloigner de ceux qui ne peuvent pas en voir la valeur. Le lendemain matin, mon téléphone contenait des messages de félicitations de collègues et d'amis, mais aussi un texto inattendu de ma mère: « J'ai vu ton prix en ligne. Ton père et moi sommes confus de ne pas avoir été invités ou mentionnés. Quand cette punition prendra-t-elle fin ?» Son message a cristallisé à quel point leur perspective avait peu changé, à quel point ils avaient complètement manqué le but de mon départ. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. J'ai montré le texto à Jordan, qui a simplement dit « Ils ramènent encore tout à eux, hein ». Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à explorer New York avec ma famille choisie, célébrant non seulement le prix mais la vie que j'avais construite à partir de rien. Ce soir-là, en parcourant un magasin de fournitures d'art, j'ai réalisé que j'étais sincèrement heureuse. Pas le bonheur de façade que j'avais maintenu pendant des années de réunions de famille, mais une joie authentique construite sur l'autodétermination et une connexion véritable. 2 ans après avoir quitté la fête de promotion d'Adam, j'étais passé de la déception familiale à une chef d'entreprise primée avec une pratique créative florissante, des relations significatives et un respect de soi durement gagné. Le voyage n'avait pas été facile ni linéaire, mais chaque étape m'avait éloigné davantage du récit limitant que ma famille avait construit et rapproché de la vérité de qui je pouvais devenir une fois libéré de leurs attentes. Ce que je n'aurais pas pu anticiper, c'est que la phase suivante de ce voyage impliquerait d'affronter le passé directement plutôt que de simplement construire autour de son absence. L'occasion de le faire s'est présentée de manière inattendue, testant si ma nouvelle force pouvait résister au contact direct avec les personnes qui avaient passé une vie à la saper. La conférence de l'industrie à Chicago marquait le 3e anniversaire de mon départ de Boston. J'avais été invité à prendre la parole lors d'un panel sur l'entrepreneuriat dans les domaines créatifs, partageant la scène avec des designers que j'avais autrefois admirés de loin. Mon entreprise s'était développée pour compter une équipe de 6 personnes, avec des bureaux à la fois à Philadelphie et à New York. Les jours de remise en question de mon parcours s'étaient depuis longtemps estompés, remplacés par la confiance tranquille qui vient de la construction de quelque chose de durable. Pendant le déjeuner de réseautage qui a suivi notre panel, j'étais en pleine conversation avec un client potentiel quand j'ai senti une tape sur mon épaule. En me retournant, je me suis retrouvé face à face avec Adam pour la première fois depuis cette nuit à l'hôtel Fairmont. Il avait l'air essentiellement le même, costume parfaitement taillé, posture confiante, sourire travaillé. Pourtant, quelque chose dans ses yeux avait changé, une pointe d'incertitude qui n'avait jamais été là auparavant. « Jenna, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Je pensais bien que c'était toi sur la liste des intervenants. Tu as l'air différente. » J'ai hoché la tête, maintenant mon sang-froid professionnel. Adam. C'est inattendu. Tu assistes à la conférence ? Il a secoué la tête. Je représente un client qui sponsorise l'événement. J'ai vu ton nom dans le programme. Un silence gênant s'est installé entre nous, 3 ans de mots non dits créant une barrière presque tangible. Finalement, Adam s'est raclé la gorge. « Tu as le temps pour un café ?» demanda-t-il, désignant le hall de l'hôtel. J'ai envisagé de refuser, utilisant mon emploi du temps chargé comme excuse, mais la curiosité l'a emporté. Je me suis excusé auprès du client potentiel, promettant de le recontacter plus tard, et j'ai accompagné Adam au café du hall. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre, tous deux raides et formels. Adam a commandé un expresso tandis que j'ai choisi une tisane. Quand le serveur est parti, il m'a étudié avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Tu t'en sors bien », a-t-il observé. « Je vois ton travail partout maintenant. » La campagne de Madison Avenue était particulièrement impressionnante. J'étais surprise qu'il l'ait remarqué, et encore plus qu'il se souvienne de mon travail. « Merci », ai-je répondu. « Comment vont les choses chez Peterson et Mitchell ?»« Chargé », dit-il. Je suis en bonne voie pour devenir associé directeur l'année prochaine. Félicitations, ai-je dit, et je le pensais. Son ambition avait toujours été claire, et ses réalisations étaient authentiques, quoi que je pense de son comportement personnel. Un autre silence est tombé, plus lourd cette fois. Adam tripotait sa tasse d'expresso, inhabituellement hésitant. « Écoute », a-t-il finalement dit,
à propos de ce qui s'est passé à ma fête de promotion. J'ai attendu, curieuse de savoir s'il allait réellement reconnaître le mal qu'il avait causé ou simplement le minimiser comme un drame familial. J'ai dépassé les bornes, a-t-il admis, me surprenant. La blague n'était pas drôle, et elle n'était pas juste. Je le savais même à l'époque. Ce n'était pas une blague, Adam, ai-je répondu d'un ton égal. C'était une humiliation publique. Et ce n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement de toute une vie à être dévalorisée et méprisée par ma propre famille. Il a légèrement tressailli mais n'a pas nié. Je sais. J'ai eu le temps d'y réfléchir, surtout après Carol Peterson m'ait pris à part la semaine suivante et m'ait demandé quel genre d'homme se moquait publiquement de sa propre sœur pour amuser la galerie. Ça a dû être inconfortable, ai-je observé, ressentant une vague de gratitude envers l'avocat plus âgé qui avait vu ma valeur quand mon propre frère ne le pouvait pas, ça l'a été, a reconnu Adam. Surtout qu'il a enchaîné en me disant que tu t'occupais du rebranding du cabinet et que ton travail était exceptionnel. Il a suggéré que je t'avais jugé assez sévèrement. J'ai siroté ma tisane, laissant le moment s'étirer. Adam n'avait jamais été doué pour les excuses. Une reconnaissance était probablement le mieux que je pouvais espérer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il poursuivi, me surprenant à nouveau. Mais je veux que tu saches que je l'ai regretté. Pas seulement parce que ça m'a fait passer pour un imbécile, mais parce que c'était mal. Tu as construit quelque chose d'impressionnant, entièrement selon tes propres termes. Cela demande un courage que je ne suis pas sûr d'avoir. L'aveu lui a coûté, je pouvais le voir dans la crispation de sa mâchoire. L'enfant prodige reconnaissant la force de sa sœur remettait en question le récit qu'il avait construit sur lui-même en tant que réussite familiale. Merci de dire ça, ai-je répondu. C'est important, même maintenant. Maman et papa demandent de tes nouvelles, dit-il, changeant de sujet. Ils ont vu ton succès. Papa a même découpé cet article sur toi dans Business Monthly. J'ai haussé un sourcil. Ont-ils reconnu qu'ils avaient tort? Adam a hésité. Ils sont encore en train de travailler sur cette partie. Mais tu leur manques. Ils vieillissent. Peut-être qu'il y a de la place pour une relation qui ne t'oblige pas à être celle qu'ils voulaient que tu sois. J'ai pesé ces mots avec soin. Était-ce possible? Après une vie entière de leurs attentes, pouvaient-ils vraiment accepter qui j'étais réellement? Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais il parle d'essayer. C'est déjà quelque chose. Nous avons fini nos boissons dans un silence plus confortable. Alors que nous nous préparions à partir, Adam m'a tendu sa carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. Sans pression, dit-il. Mais si jamais tu veux parler, ou même juste échanger des textos de temps en temps, j'aimerais bien. Les dîners de famille sont assez ennuyeux avec juste nous trois. J'ai souri légèrement, me souvenant d'un temps où ces dîners étaient une torture pour moi, et voilà qu'il les trouvait maintenant fades. J'ai pris la carte et lui ai donné la mienne en retour. J'y réfléchirai, ai-je promis. Et nous nous sommes séparés, non pas comme les frères et sœurs proches que nous avions été, mais pas non plus comme des étrangers. Quelque chose de nouveau s'était formé dans ce café, la possibilité d'une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie. Un mois plus tard, j'ai reçu un courriel de ma mère. Contrairement à ses communications précédentes, celui-ci n'exigeait ni n'accusait. Au lieu de cela, il était étonnamment réfléchi. Chère Jenna, Adam a mentionné qu'il t'avait vu à la conférence de Chicago. Il a dit que tu avais l'air bien et que ton entreprise prospère. J'ai suivi ton succès de loin à travers les publications de l'industrie. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi, en partie à cause de notre âge et en partie à cause de ton absence continue de nos vies. Bien que nous ne comprenions peut-être pas entièrement les choix que tu as faits, nous pouvons voir qu'ils t'ont mené à un lieu de succès et, nous l'espérons, de bonheur. Nous aimerions avoir l'occasion de te revoir, selon tes conditions. Peut-être dans un lieu neutre pour un déjeuner ou un café lors de ton prochain passage à Boston. Avec amour, maman. J'ai lu le courriel plusieurs fois, notant à la fois son ton conciliant et son évitement prudent d'une excuse directe. Je l'ai transféré au docteur Jenkins, qui m'avait aidé à naviguer les 3 dernières années de séparation familiale. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé lors de notre session suivante. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle répliqué, direct comme à son habitude. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Pas une réconciliation de contes de fées où ils se transformeraient soudainement en parents encourageants que j'avais toujours voulu. Pas non plus une continuation de la rupture complète.
Peut-être quelque chose entre les deux, une relation limitée avec des frontières claires. Je veux être vu pour qui je suis, ai-je finalement répondu. Pas comme une déception ou un projet, ni même comme une histoire à succès qu'ils peuvent maintenant revendiquer. Juste comme moi-même, avec toutes mes complexités et mes choix. Alors peut-être que c'est ce que tu devrais leur dire, a-t-elle suggéré. Voici, ils sont capables de te rencontrer sur ce terrain. J'ai composé une réponse prudente à ma mère, acceptant de la rencontrer lors de mon prochain passage à Boston pour affaires. J'ai précisé un café près de mon hôtel plutôt que nos anciens repères familiaux, un territoire neutre où nous pourrions commencer cette reconnexion timide. 2 semaines plus tard, j'étais assise à une table près de la fenêtre, attendant leur arrivée. Mes parents sont entrés précisément à l'heure, mon père balayant la pièce méthodiquement tandis que ma mère me repérait immédiatement. Ils avaient l'air plus âgés que dans mon souvenir, plus fragiles en quelque sorte, bien qu'ils se tiennent toujours avec la dignité des personnes habituées au respect professionnel. Les salutations initiales furent maladroites, le contact physique limité à de brèves étreintes guindées. Nous avons commandé du café et des pâtisseries, échangeant des banalités sur le temps et mon vol. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Tu nous as manqué, Jenna », dit-il formellement, comme s'il prononçait un discours préparé. « Ta mère et moi avons longuement discuté des événements qui ont conduit à ton départ. J'ai remarqué qu'il n'a pas spécifiquement mentionné le comportement d'Adam ou le leur. Je suis heureux que tu aies réussi, a-t-il continué. Le prix de design était assez prestigieux, si j'ai bien compris. Merci, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. Mon travail a été épanouissant. Mais je n'ai pas accepté cette rencontre pour discuter de mes réussites professionnelles. Je voulais aborder les dynamiques relationnelles qui ont rendu mon départ nécessaire. Ma mère a légèrement tressailli. Faut-il vraiment remuer de vieux griefs ? Demanda-t-elle. Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant ? J'ai secoué la tête. Aller de l'avant nécessite de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pendant des années, j'ai été traité comme ayant moins de valeur parce que j'ai choisi un chemin différent. Les commentaires d'Adam à sa fête de promotion n'étaient pas un incident isolé. Ils étaient l'aboutissement d'une culture familiale qui m'a constamment sapé et méprisé. Mon père a commencé à protester, mais ma mère a posé sa main sur son bras. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, a-t-elle reconnu doucement. Nous avions certaines attentes, certaines définitions du succès. Tes choix ne correspondaient pas à ces définitions, et nous avons eu du mal à voir au-delà de notre propre perspective. Ce n'était pas tout à fait une excuse, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais entendu de sa part. J'apprécie cette reconnaissance, ai-je dit. Ce dont j'ai besoin à l'avenir, c'est du respect pour mes choix, mon entreprise et mes limites. J'ai construit une vie dont je suis fier. Si vous voulez faire partie de cette vie, cela doit se faire dans le respect mutuel. Mon père a hoché la tête lentement. Nous pouvons essayer, dit-il. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons essayer. Nous avons passé le reste de la rencontre à établir les paramètres de cette nouvelle relation, des appels téléphoniques mensuels, des visites occasionnelles, aucun conseil non sollicité sur ma carrière ou ma vie personnelle. J'ai clairement indiqué que tout retour aux anciens schémas entraînerait un nouveau recul de ma part. Ils ont accepté, bien que je puisse voir l'effort que cela coûtait à mon père d'accepter ces termes. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a hésité, puis a demandé, « Seras-tu là pour Noël cette année ? Nous aimerions beaucoup t'avoir. » J'ai pensé aux 3 derniers Noëls passés avec des amis et la famille de Jordan, des rassemblements détendus, sans performance ni jugement. J'y réfléchirai, ai-je répondu honnêtement. Mais si je viens, Jordan viendra avec moi. Ton petit ami, a demandé mon père. Adam l'a mentionné. Mon partenaire, ai-je corrigé. Il est une partie importante de ma vie. Ils ont échangé un regard mais ont hoché la tête en signe d'accord. Notre relation est restée un travail en cours dans les mois qui ont suivi. Certaines conversations coulaient de source, tandis que d'autres déclenchaient de vieux schémas qui nécessitaient une correction douce mais ferme. Mon père a eu plus de mal que ma mère à m'accepter comme une égale plutôt que comme une fille à guider. Ma mère a fait de véritables efforts pour s'enquérir de mon travail avec un réel intérêt plutôt qu'une tolérance polie. Adam et moi avons établi notre propre reconnexion prudente, principalement par des textos occasionnels sur des sujets neutres. Il m'envoyait des articles liés à mon secteur, je le félicitais pour ses étapes professionnelles. Nous n'étions pas les frères et sœurs proches de notre plus tendre enfance, mais nous n'étions pas non plus des adversaires. 6 mois après notre rencontre au café,
j'ai accepté une invitation pour le dîner de Noël, amenant Jordan avec moi. La soirée a eu des moments de tension mais aussi de vrais rires. Quand mon père a commencé à me faire la leçon sur la planification fiscale de mon entreprise, je lui ai calmement rappelé notre accord sur les limites. À son crédit, il s'est arrêté en pleine phrase et s'est excusé. Cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel, Jordan m'a demandé si je regrettais d'avoir renoué avec ma famille. Non, ai-je dit après mûre réflexion. Mais je ne regrette pas d'être parti non plus. J'avais besoin de trouver ma propre valeur avant de pouvoir interagir avec eux de manière saine. La distance m'a donné une perspective que je n'aurais pas pu acquérir autrement. Le printemps suivant, j'ai été invité à prononcer le discours de remise des diplômes à l'école d'art de Philadelphie. Debout au podium, face à des centaines de jeunes créatifs se préparant à tracer leur propre chemin, j'ai partagé les leçons de mon parcours sans nommer ma famille directement. Votre valeur n'est pas déterminée par les diplômes, les titres ou les attentes des autres. Elle se construit par le courage de poursuivre votre propre vision, la résilience pour surmonter le rejet, et la sagesse de reconnaître quand s'éloigner est nécessaire pour grandir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de créer une distance avec ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et parfois, si vous avez de la chance, cette distance crée un espace pour une nouvelle compréhension des deux côtés. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que vous n'avez pas besoin de permission pour définir votre propre succès. Le chemin que les autres ne peuvent pas comprendre est peut-être exactement celui que vous êtes censé suivre. Faites confiance à ce voyage, même quand il est solitaire. Tissez des liens avec ceux qui célèbrent, plutôt que de simplement tolérer vos choix. Et rappelez-vous que la famille peut être trouvée aussi bien que née, créée par le respect mutuel et l'acceptation sincère. Alors que les diplômés applaudissaient, j'ai aperçu mes parents et Adam assis tranquillement au fond de la salle. Ils avaient fait le trajet depuis Boston sans me le dire, un geste qui aurait semblé intrusif un an plus tôt mais qui semblait maintenant une véritable tentative de comprendre mon monde. Après la cérémonie, ils se sont approchés avec une certaine hésitation, conscients qu'ils entraient sur mon territoire plutôt que sur le leur. C'était assez puissant, a dit mon père, un respect sincère dans la voix. Tu es devenue une sacrée oratrice. J'ai toujours su que tu étais éloquente, a ajouté ma mère. Mais te voir inspirer tous ces jeunes gens. Elle s'est interrompue, l'émotion la rendant inhabituellement sans voix. Merci d'être venu, ai-je dit, les incluant tous les trois dans mon sourire. Voudriez-vous vous joindre à nous pour le déjeuner? Mon équipe a une table réservée pour célébrer. Ils ont accepté et pour la première fois sont entrés dans mon monde professionnel en tant qu'invités plutôt que juges. Alors que je les présentais à mes collègues et amis, je les ai regardés lutter, et réussir pour la plupart, à me voir à travers les yeux des autres, non pas comme la déception familiale, mais comme un mentor respecté, une chef d'entreprise prospère et une amie précieuse. Le voyage n'était pas terminé, la guérison n'était pas absolue. Il y aurait encore des moments de malentendus et de vieilles habitudes refaisant surface. Mais là, debout, entouré de ma famille choisie et de ma famille de naissance, j'ai reconnu que la véritable indépendance m'avait donné la force de tenter la réconciliation sans me perdre dans le processus. Le chemin à venir ne consistait pas à oublier le passé, mais à s'assurer qu'il ne contrôlerait plus mon avenir. La nuit douloureuse de la fête de promotion d'Adam m'avait finalement forcé à revendiquer mon propre récit, à construire une vie basée sur un succès auto-défini plutôt que sur une validation externe. Cette liberté valait chaque étape difficile du voyage. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose de familier pour trouver votre vraie valeur? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Parfois, partager nos parcours aide les autres à trouver le courage pour le leur. Si cela a résonné en vous, veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que son chemin compte, même si les autres ne le comprennent pas. Merci d'avoir fait partie de mon voyage aujourd'hui. Et rappelez-vous, la validation la plus puissante est celle que vous vous donnez à vous-même.